Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez forcément qu'actuellement, un énorme feu est en train de dévaster Los Angeles, peut-être un des plus gros incendies que les États-Unis ont pu connaître dans leur histoire. Il a déjà fait des victimes et aussi d'énormes dégâts matériels présents et potentiellement futurs, étant donné que ça continue. Et cet événement, cette catastrophe naturelle, ainsi que toutes les autres, vont avoir un impact très important sur le futur, sur comment on agence les populations sur le territoire et aussi ça va impacter fortement votre portefeuille. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Je voulais commencer avec ce gros point sur les incendies à Los Angeles. Alors pas forcément pour parler incendie, c'est pas une chaîne spécialisée sur ça, mais plutôt pour parler de l'impact d'un événement comme ça et du rôle des assurances dans le monde économique qu'on peut connaître actuellement. Alors, pour les incendies de Los Angeles, ils continuent et déjà, il y a des premières estimations et on est entre 135 milliards et 150 milliards de dégâts qu'il faudra rembourser en partie par les sociétés d'assurance et par d'autres contreparties. Donc on est déjà sur un chiffre extrêmement élevé et comme vous le savez, ce n'est pas la première catastrophe naturelle de l'année. On a un petit récapitulatif de l'année 2024 qui est à jour et l'année 2025 qui commence très fort, avec beaucoup de tempêtes, d'ouragans, d'inondations, ce qu'on a pu connaître en Espagne, l'ouragan Hélène qu'on a pu avoir aux États-Unis sur toute la Floride, bref. Et on estimait sur les dégâts primaires sur 2024, on est à peu près à 200 milliards de dégâts. Ces estimations-là ne prennent pas en compte les potentielles répercussions que ces événements naturels peuvent avoir dans le futur. Donc, par exemple, des maladies, des problèmes sur le développement économique de ces régions qui ont été dévastées. Et c'est pour ça que les incendies de Los Angeles ont une estimation un peu plus large, et d'où les 135 à 150 milliards qui vont ratisser large, et sur le présent, mais aussi sur le futur. Et par exemple, là, on a une estimation très chiffrée très factuel du présent de l'ouragan Hélène sur les dégâts matériels, 155 milliards à peu près. Mais si on prend beaucoup plus large, et c'est ce que fait AccuWeather, eh ben on est plutôt entre 225 et 250 milliards de dégâts, ce qui est juste énormissime. Tout cet argent, ils sont perdus par des particuliers, par les collectivités, par des entreprises. Et normalement, dans un monde qui fonctionne bien, ces personnes-là, ces entités-là sont assurées. On s'assure pour tout et n'importe quoi. On peut assurer, par exemple, des biens, une télévision. On assure son appartement, on assure les biens à l'intérieur de son appartement. Donc, on fait une estimation du montant de ce qu'on a dans un appartement et on va l'assurer contre, par exemple, des vols, des casses, des incendies. On peut estimer notre voiture, c'est même et assurer une voiture, c'est même obligatoire. Si on a des accidents, par exemple, si ça casse aussi, on va être remboursé d'un certain montant en fonction du contrat. Et bien évidemment, des assurances habitation contre les feux, contre les tremblements de terre, contre les typhons, qui vont permettre de des assurés vont payer de manière régulière des cotisations aux assureurs et quand il y a un événement, si ça rentre bien dans les cadres du contrat, ces assureurs vont rembourser une partie ou la totalité de la somme pour refaire la maison, par exemple, la reconstruire et potentiellement d'autres dommages et intérêts. Petit aparté pour vous dire que cette vidéo sera retrouvée sur les différentes chaînes de podcast, ou du moins applications de podcast comme Spotify, Deezer, Apple, YouTube. Donc vous allez très bien pouvoir écouter cette vidéo en podcast, écouter ma douce voix sans voir d'image directement si vous êtes dans les transports, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne YouTube Décrypte Finance directement sur les applications de podcast. Alors comment fonctionne une assurance? Une assurance, il faut quand même savoir que c'est une société privée et outre le fait d'être très gentil et de vouloir rembourser les gens, l'objectif quand même c'est de faire de l'argent. Donc on a l'assurance qui fonctionne sur certains piliers. Le premier pilier, c'est déjà récupérer le plus d'argent possible. C'est de par les cotisations les plus élevées possibles. Alors bien évidemment, il y a de la concurrence, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est aussi l'avantage d'un marché ouvert. Et donc, c'est avoir en fonction du marché et en fonction des spécificités du contrat, avoir les cotisations les plus élevées possibles, en fonction du risque, bien évidemment. On a un métier qui est très connu et qui va générer des modèles en fonction des personnes qui veulent s'assurer et des potentiels risques sous-jacents. C'est le métier d'actuaire qui, tout simplement, dans les assurances, va mettre un prix
un certain contrat pour une certaine personne en fonction du risque. Donc si vous êtes plus vieux, vous allez payer plus cher, parce que vous avez plus de risques de mourir. Si vous habitez à côté d'un fleuve, bah, vous allez payer plus cher si vous êtes à côté d'un fleuve, donc débordement, donc les crues. Bref, on a ce métier d'actuaire, si ça vous intéresse, qui passe sa journée à faire des modèles et essayer d'optimiser pour la société d'assurance les prix des contrats, etc. Alors, ils font aussi d'autres choses, mais en gros résumé, le métier d'actuaire, c'est ça, si vous êtes intéressé par ce genre d'activité. Je reviens à l'assurance. On a donc ce premier point, essayer de maximiser les cotisations en fonction de ce qu'ils peuvent faire sur le marché pour ne pas être à la rue par rapport aux autres compétiteurs. Ces cotisations, l'objectif pour eux, c'est de les valoriser le plus possible et en attendant qu'il y ait un gros problème, une grosse catastrophe, et bah, c'est de les placer. Il faut les placer de telle sorte à générer du rendement d'un côté et de l'autre côté, bah, si on a une catastrophe, pouvoir sortir cet argent et l'avoir disponible très rapidement pour pouvoir rembourser. Alors bien évidemment, entre le moment où la catastrophe arrive et au moment où les assureurs doivent rembourser les personnes, il y a quand même un gros laps de temps que les assureurs arrivent, ou du moins essaient de l'écarter le plus possible en faisant venir des personnes, être sûr que ça rentre dans le contrat, etc., etc. Et cetera. Et voir aussi la cause de tout ça. Bref, générer du rendement. Et pour générer du rendement sur les cotisations, les assureurs vont le placer. Alors, ils ont des réglementations, hein. Ils ont des réglementations sur leur solvabilité. Donc, avoir une certaine liquidité par rapport aux actifs qu'ils ont et par rapport aux risques qu'ils ont. C'est quelque chose qui est extrêmement monitoré. Ils doivent avoir des actifs liquides de très bonne qualité. Et c'est pour ça qu'en grande majorité, leur investissement se fait sur des obligations et plus particulièrement sur des obligations gouvernementales. Donc ils achètent de la dette des pays, par exemple, de la dette de la France, par exemple, qui est considérée comme HQLA 1, donc le meilleur niveau de solvabilité, de remboursement, de rating qu'on peut avoir sur toutes les obligations. Toutes les obligations étatiques, européennes du moins, sont HQLA 1 et c'est ça que les assureurs doivent avoir, ils peuvent pas prendre quelque chose de moins bonne qualité pour générer du rendement. En plus de ces obligations étatiques qui sont mises dans les portefeuilles des assurances, les assurances ont une petite technique pour essayer de, d'un côté, générer de l'alpha, générer du rendement, et de l'autre côté, moins payer. Et on a les fameux catastrophes, bon, des obligations catastrophes, c'est-à-dire que nos amis les assureurs vont émettre des obligations avec un certain rendement, un rendement qui est bien plus supérieur à ce qu'on peut connaître sur le marché. Mais la petite subtilité, c'est que dans le contrat, il est dit que le remboursement final de l'obligation va dépendre de si il y a ou non des catastrophes naturelles qui vont arriver pendant la durée de vie de l'obligation. Donc si vous prenez l'obligation catastrophe bond, vous allez avoir un rendement bien plus élevé que prévu. Mais si durant la durée de vie de l'obligation, il y a un très gros incendie comme celui-là, eh ben, vous n'allez pas être sûr de récupérer une partie ou la totalité de votre argent. Bref, c'est un actif beaucoup plus risqué et qui permet à nos amis les assureurs de pouvoir se couvrir sur ces risques-là en allant choper dans cette poche-là et bah, en donc piochant sur ça avant de piocher sur les réserves et de devoir vendre leurs obligations étatiques, qu'ils peuvent avoir en portefeuille. En plus de tout ça, on a d'un côté l'assureur que vous connaissez bien, mais on a aussi l'assureur de l'assureur, qui est appelé un réassureur. Donc on a l'assureur qui va récupérer des cotisations d'un particulier, classiquement, mais elle aussi, elle va s'assurer auprès d'un réassureur, elle va payer des frais de manière régulière et si à un moment donné, il y a un très gros incendie, et ben le réassureur qui a assuré l'assureur va lui rembourser une partie, donc ça va lui permettre, en plus des catastrophes bondes, en plus de ça, de pouvoir se couvrir quand il y a vraiment des très gros problèmes, des très grosses catastrophes comme l'incendie à Los Angeles. Et donc demain, s'il y a une grosse catastrophe, ils peuvent vendre ces obligations sur le marché secondaire en essayant d'avoir le même prix que le prix d'achat. Alors les obligations, même les obligations étatiques, ont un prix qui fluctue, surtout l'obligation française qui a tendance à avoir des rendements qui augmentent à la folie parce qu'il y a une instabilité sur l'État français. Donc aussi les assurances doivent faire de l'arbitrage en fonction du prix de vente d'une obligation étatique. Voilà. Même s'il n'y a pas de grosses catastrophes, ils peuvent acheter, revendre leur obligation pour essayer d'optimiser leurs coûts. Et au moment où ils vont devoir, je sais pas, lâcher 200, 300 millions pour rembourser des catastrophes comme celle-là, milliards presque, et bah, c'est de ne pas
avoir un peu le couteau sous la gorge, comme la Silicon Valley Bank, où la Silicon Valley Bank avait plein d'obligations. Elle n'avait pas fait son travail d'arbitrage pour essayer de rééquilibrer les obligations qu'ils avaient. Les taux ont fortement augmenté, donc les obligations qu'ils avaient achetées, leur valeur a énormément chuté. Et au moment où les mecs voulaient sortir leur argent, ils pouvaient pas trop, ou du moins ils devaient vendre à perte leurs obligations. Ça leur a fait perdre de l'argent. Ça a commencé à savoir. Encore plus de personnes ont voulu retirer. Ils ont dû encore revendre leurs obligations de moins bonne qualité avec un moins bon rendement et du coup un prix de vente encore moins bon. Bref. Et donc, c'est comme ça que la Silicon Valley Bank s'est cassé la gueule et c'est aussi pour ça que les assureurs doivent faire attention à tout ça. Et donc, après avoir vendu ces obligations au prix le meilleur, c'est essayer de rembourser le moins possible. C'est un peu dur, mais c'est la vie. C'est rembourser le moins possible en fonction de est-ce que le contrat prend en compte ça? Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de machin? Est-ce que ça pourrait pas être un peu de votre responsabilité? Bref, essayez d'avoir le client pour rembourser le moins possible et c'est ce que font un petit peu les assurances aux États-Unis et ça va être de plus en plus le cas, même en France, si vous êtes sur des zones à risque. Alors, vous payez bien évidemment plus cher votre assurance parce que un actuaire va venir voir votre situation, vous êtes dans une zone géographique à risque, et donc vous allez payer plus cher, ce qui est relativement logique. Mais dans le cas de Los Angeles, il y avait des très gros risques d'incendie. Il y en a très souvent des incendies, plus la sécheresse, plus on est quand même dans un partie des États-Unis où il fait très chaud. Et en plus de ça, alors ce n'est pas encore officiel, ce ne sont que des rumeurs, mais il y aurait des rumeurs où beaucoup d'assureurs ont refusé de relancer des contrats d'assurance ou ont même arrêté des contrats d'assurance de personnes qui vivent à Los Angeles. Pourquoi? Parce que ils avaient annoncé à la mairie qu'ils allaient faire ça si la mairie ne prenait pas des dispositions pour essayer de nettoyer tous les parcs entourant Los Angeles avec de la broussaille, broussaille très sec qui peut s'embraser facilement et donc augmenter les incendies et augmenter les dégâts. Et donc pour les sociétés d'assurance, être face à une ville qui refuse de faire des travaux pour essayer de réduire les risques, les assurances plutôt, n'ont pas envie de prendre ce risque, de certes avoir des cotisations, mais que ces cotisations ne rendent pas du tout, ou du moins ne remboursent pas du tout les coûts qui vont devoir être remboursés, parce que ça n'a pas du tout été prévu dans ces montants-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on va le voir, mais il y a énormément de personnes au Los Angeles qui ne sont pas assurées, et là dans ce cas-là, c'est horrible pour eux parce qu'ils vont être pas du tout remboursés, et si c'est des personnes, c'est leur maison principale qui a brûlé, ça va être très compliqué. On peut s'amuser à regarder un PDF de France Assurance qui retrace l'année 2023 de l'assurance, des cotisations, des dépenses, etc., etc. Et on se rend bien compte de l'impact même en France, de l'augmentation des cotisations d'un côté et du coût des catastrophes naturelles aussi. Alors là, on a un petit tableau qui regroupe toutes les cotisations qu'on peut avoir sur assurance. Donc cotisation catastrophes naturelles, cotisation habitation, cotisation auto. Et on est clairement sur une trend positive. Alors, du côté des autos, on a des autos qui deviennent de plus en plus chères, donc les cotisations augmentent aussi hein, de manière linéaire. On a aussi les catastrophes naturelles beaucoup plus présentes. Donc en 2022, on avait des cotisations un peu moins de 5 milliards, 4,8, et des dépenses d'un peu plus de 10 milliards. Alors là, c'est une année exceptionnelle sur les catastrophes naturelles. En 2023, en montant de cotisation, on a augmenté à 5,4. Alors, il y a un un update par rapport à ce que les assurances ont dû débourser l'année d'avant, un réadaptage des modèles et donc les cotisations augmentent. On est sur un montant dépensé de 5,7 milliards, donc à peu près en ligne, en sachant qu'ils ont dû faire des bénéfices sur leur placement. Ça devait être une année 2023 pas trop dégueu pour les assurances plutôt françaises. Quand on regarde là, un peu plus précisément, les cotisations sur les catastrophes naturelles, et là, on se rend compte que ça augmente très fortement. En 2019, on était à un peu plus de 6 milliards, 1,6 milliard. Et en 2023, on est à plus de 2 milliards, en sachant que 2024, ça devrait encore augmenter. Bref, on est clairement sur une traîne positive et ça va pas s'arrêter là parce que le réchauffement climatique continue et que pour l'instant, on est sur une augmentation à peu près de 1,5 degré. Les catastrophes naturelles commencent à être de plus en plus présentes et on devrait pas s'arrêter maintenant, on devrait continuer à plus 2, plus 4. Et le directeur d'AXA nous avait dit que un monde à 1,5, c'est compliqué à assurer, un monde à plus 4 degrés n'est juste plus assurable parce que les assurances ne pourront plus
couvrir tous les dommages potentiels et les personnes qui vivront dans des zones géographiques à risque ne pourront plus être assurées ou du moins seront assurées à un prix d'or. Et c'est bien le problème de tout ça, c'est que, bah, beaucoup de régions vont être désertées parce que juste plus soutenables pour y vivre et les assurances vont devoir aussi un peu se réinventer au vu du monde actuel pour continuer à servir tout le monde sans devoir faire payer une fortune. Je vous mets la liste des 20 plus gros assureurs dans le monde, donc il y en a quelques-uns que vous devez connaître. Alors Berkshire bien évidemment, Allianz, très connu en France, mais surtout notre petit AXA Group, très français. Et je vous mets aussi le classement des réassureurs, les assureurs des assureurs, avec des noms que vous connaissez beaucoup moins, parce que c'est pas forcément à la destination des particuliers, mais plutôt des assureurs, et qui, eux, vont s'amuser à assurer les personnes qui vont assurer les particuliers. Repassons sur les news financières classiques avec une information qui est plutôt intéressante parce qu'elle va totalement à contre-courant de ce que certains politiques pourraient annoncer, ou du moins de ce qu'on pourrait penser, c'est la Chine qui a enregistré des exportations records en 2024. Donc malgré les frais de douane qui ont augmenté aux États-Unis, malgré les frais de douane qui vont continuer à augmenter, aussi en Europe avec les voitures électriques, et ben on a quand même la Chine qui reste l'usine du monde et qui a des exportations qui ont augmenté de plus de 7% cette année, donc avec un trafic maritime aussi qui augmente dû à ces exportations. Et bah, on n'est pas du tout sorti de l'auberge et on n'a pas du tout terminé de voir la Chine, usine du monde, et de continuer à produire bah, des matériaux rares, des panneaux voltaïques, des voitures électriques, tout ce qu'on peut connaître de la fashion, bref. On est toujours sur un très gros bébé, mais d'un autre côté, bon, c'est un peu le seul indicateur économique qui se passe bien niveau chinois. On verra bien si ils mettront en place leur plan de relance, mais s'ils le mettent en place, ça pourra faire très mal. Déjà qu'actuellement, les exportations se portent très bien. S'ils mettent vraiment un gros pied dans la fourmilière, avec un gros plan de relance ambitieux, ça pourrait faire très mal. Du côté de la France, même du monde entier, hein, il n'y a pas que la France, il y a aussi les États-Unis, l'Europe en règle générale, les marchés boursiers sont un petit peu esclaves de des décisions de la Fed et des prochaines, ou du moins les estimations des prochaines baisses de taux de la Fed. Avant, en 2024, vers octobre, novembre, on planait, ou du moins le marché planifiait à peu près 4 baisses de taux pour la Fed vers juin 2024. Après, vers fin 2024, on était plutôt à 2 baisses de taux de la Fed. Et là, on est même passé pour 2025 à une seule baisse de taux de la Fed. Pourquoi? Parce qu'on a une économie qui se porte bien, donc il n'y a pas forcément besoin de baisser les taux pour soulager l'économie. Et en plus de ça, on a une inflation qui stabilise, mais à des niveaux un tout petit peu trop élevés par rapport à ce que la Fed voudrait. Et en plus de ça, on a Trump qui arrive et qui, malgré tout ce qu'il peut annoncer, qui ne veut pas d'inflation, il a une politique inflationniste, par exemple les frais de douane qu'il déjà veut mettre en place. Donc pour tout ça, la Fed est plutôt prudente et ne veut pas trop baisser les taux, ce qui fait que bah, ça augmente les prévisions de baisse de taux, du moins ça baisse plutôt les prévisions de baisse de taux. Et donc le marché equity, qui est très sensible à ça, et quand les taux montent, ou du moins quand les prévisions de baisse de taux ne vont pas aussi bas que prévu, ça impacte le marché equity, soit français, américain, on le voit aussi très bien avec les cryptos. Donc ça fait du mal. Et un des éléments de réponse dans le futur, c'est l'inflation qui sortira mercredi aux États-Unis. Ça nous donnera une bonne indication. Si l'inflation baisse très fortement, ce sera plutôt une bonne nouvelle parce que ça pourrait dire qu'on peut baisser les taux parce que l'inflation baisse. Mais si l'inflation reste à des niveaux actuels ou pourrait même potentiellement élever, eh ben, faudrait faire attention sur le marché parce que ça pourrait baisser très fortement. Et quand on regarde, par exemple, les taux de swap, donc quand on dit taux de swap en Europe, c'est le taux qui est utilisé par les entités européennes ou moins mondiales pour faire des opérations en euros de maturité 10 ans. Donc quand vous allez faire un switch, un swap entre deux opérations, vous allez payer un certain taux sur des maturités 10 ans. C'est celui qu'on regarde le plus sur les taux plutôt long terme. On est à 2,56 aujourd'hui. Et quand on dézoome un petit peu, 2,56 aujourd'hui, hop, le 13-12-2024, on était à 2,25. Et quand on remonte encore un petit peu plus, eh ben, c'est encore plus bas. On est sur une trend extrêmement positive des taux 10 ans, ce qui montre que bah, on a cette incertitude et que bah, les taux augmentent et donc ça fait pas du tout du bien au marché equity.
Un peu dans la même veine, c'est pourquoi les taux d'emprunt grimpent partout dans les pays. Donc, c'est le rendement des obligations étatiques qui a tendance à augmenter. Et bah, la raison est très simple. C'est les incertitudes dans le futur qui font que bah, les investisseurs considèrent qu'il y a plus de risques sur les obligations étatiques aujourd'hui qu'il y en avait hier. Et donc, le rendement augmente parce que s'ils veulent prendre ce risque, ils doivent être un peu plus rémunérés. On le voit dans pas mal de pays, dans tous les pays de l'Union européenne, surtout en France, au Royaume-Uni, entre autres dû bah, au PIB par rapport à la dette, qui est trop élevé, la croissance qui est trop faible, dans les pays de l'Europe par exemple, et aussi toutes les incertitudes politiques. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? C'est tous ces problèmes-là qui font que ça augmente le taux de rendement. Ça augmente le taux de rendement, donc les États doivent dépenser plus pour rembourser leurs dettes. Donc ils doivent emprunter plus pour pouvoir rembourser leurs dettes qui leur coûtent plus, donc un cercle vicieux qui continue. Et c'est clairement pas une bonne nouvelle pour tous les pays qui ont cette dynamique-là actuellement. Un très bon exemple de tout ça, malheureusement pour nous, c'est la France, donc, qui a un taux d'emprunt à 10 ans de 3,47 aujourd'hui. Et le 2 janvier, donc ça fait quand même pas, il y a pas très longtemps, on était à 3,20. Et il y a peut-être 2 semaines, on était à 3. Donc on se rend bien compte que le rendement de l'obligation française juste explose. Il y a pas de budget, il y a pas de gouvernement stable, on a une dette qui explose, on a des fermetures d'entreprises qui commencent à augmenter. Bref, ça va pas du tout dans le bon sens et bah, c'est une très mauvaise nouvelle. En sachant qu'en 2025, l'État français va devoir fortement emprunter. Ils vont emprunter, bah, au niveau actuel, qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on avait pu avoir durant le Covid ou avant. Bref, c'est pas du tout bien. Pour vous aussi, bah, potentiellement une moins bonne croissance, moins de développement économique, moins de plans pour relancer. C'est clairement pas une bonne nouvelle. Il faudra voir avec le budget qui sera voté si ça fait baisser, si ce rendement de l'obligation française à 10 ans. Si on a un budget qui essaie de contrôler le déficit, ça pourrait aider. Mais il faudra voir et ça pourrait continuer à augmenter. Pour vous dire, la différence entre nous et l'Allemagne, c'est entre 85 et 95 BP de différence, donc 80 entre 0,85 et 0,95 de différence entre le rendement de chez nous et le rendement de l'obligation allemande. Donc on se voit bien que même si l'Allemagne est plutôt en récession, ça va beaucoup mieux du fait, entre autres, que le PIB par rapport à la dette a un bien meilleur ratio qu'en France. Une fois n'est pas coutume, je voulais aussi parler de ça. On parle beaucoup du pétrole qui a un prix qui baisse fortement, mais sur les derniers jours, il a eu tendance à augmenter, ce qui va impacter directement les actions liées au pétrole, dont Total Energy. Donc plutôt cocorico, ça fait plaisir. Pourquoi il a augmenté? Alors c'est vraiment sur les très courts termes, c'est les sanctions américaines sur les navires d'hydrocarbures russes. Donc pas mal de sanctions dessus, ce qui va faire que bah, l'offre va baisser et donc, à demande égale, le prix va augmenter, ce qui fait que ça fait augmenter le prix. Mais on a aussi un autre article de BFM TV. Alors, cette décision-là, c'est vraiment sur du court terme. Sur du moyen long terme, on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est de savoir comment le prix du pétrole va évoluer en 2025 entre les annonces de l'OPEP, donc la Confédération des pays producteurs de pétrole, pas tous, mais qui vont devoir décider s'ils augmentent ou baissent la cadence de production. S'ils baissent, ça devrait faire augmenter le prix du pétrole, et inversement s'il augmente. On a bien évidemment, est-ce qu'on sera en surplus cette année par rapport, par exemple, à la production de pétrole qui devrait augmenter aux États-Unis, potentiellement le trafic maritime qui devrait baisser, voir comment l'activité industrielle en Chine augmente ou baisse. Et tout ça, bah, le facteur de tout ça, la petite variable d'ajustement, ce sera Trump. Est-ce que Trump mettra des très gros frais de douane, ce qui va faire baisser le marché maritime mondial, le fret maritime, aussi baisser la production en Chine, donc moins de consommation. En plus de ça, augmenter fortement les gisements de pétrole aux États-Unis pour inonder le marché de pétrole par cher. Donc on serait plutôt sur une trend négative sur 2025, mais à voir si Trump bah, garde toutes ses promesses. La vidéo est terminée avec un très gros focus sur l'assurance, un peu avec tout ce qu'on peut avoir dans les catastrophes naturelles, voir ce qui se passe actuellement, comment ils s'organisent, comment ils arrivent à essayer de limiter le risque par rapport aux catastrophes qu'il peut y avoir. En plus de ça, d'autres petites news financières. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous allez retrouver toute cette vidéo en podcast sur Spotify, sur Apple TV, sur Apple Music, podcast,
sur YouTube Podcast, bref, les différentes plateformes, aussi Deezer, si vous voulez aller les voir et écouter ma voix sans image, c'est aussi possible. Si vous voulez retrouver les différents articles, il faut alors aller dans la description. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller dans la section dédiée et pour ma part, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous souhaite, une très bonne semaine et on se retrouve donc dans une semaine pour une prochaine vidéo. À toutes.